Bonjour et bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon propre photographe et vidéaste, Danny Pocket. Donc, bonjour Danny. Yes, sir. Salut Anthony. Tu connais très bien les rouages du podcast. On commence avec des questions en rafale. Tu as l'habitude. Donc, on va y aller en partant. C'est sous la forme que tu préfères, donc tu me dis lequel des deux tu irais comme préféré. Est-ce que tu préfères la photographie ou la vidéo? Vidéo. Je préfère vidéo. Les contrats en immobilier ou corporatif? Les deux sont le fun. Je te dirais corporatif, ça bouge un peu plus. Là. OK. Tu préfères tourner 100 projets très rentables, mais les clients ne sont pas reconnaissants du travail, ou 100 projets un peu moins rentables, mais que tes clients te donnent plein de bons feedback? Je vais prendre ceux que les gens sont reconnaissants et qui sont un peu moins rentables. OK, c'est bon ça. Tu préfères une caméra standard ou grand angle? Standard. Standard. Qu'est-ce qui est pire? Quelqu'un qui met ses doigts sur une de tes lentilles ou quelqu'un qui débranche du matériel en plein tournage pour plugger son sel? Quelqu'un qui débranche du matériel en plein tournage, ça pas... Finalement, est-ce que tu préférais avoir des pieds toujours humides ou des mains toujours collantes? Écoute, des pieds toujours humides, je pense. C'est bon. Ah, parfait. Ben, avant de commencer, en fait... c'était ça la question que j'avais envie de poser. Ouais, je m'en doute. Avant de commencer, la question du standard ou grand angle, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la différence? Peux-tu expliquer c'est quoi rapidement la différence entre une caméra standard et grand angle? Ben, en fait, tu en as trois. Tu as grand angle, après ça, tu as ce qui est considéré standard, puis après ça, tu as téléphoto. Puis c'est vraiment l'angle de vue en réalité. Un grand angle, ben, quand tu vas filmer, tu vas être capable de capturer un grand angle. Standard, c'est en la moyenne. Puis un téléphoto, ben, c'est quand tu veux prendre des choses vraiment loin, comme les gens qui prennent des photos, exemple, des animaux dans la savane. Exemple, eux, ils ont des téléphotos. Fait que c'est vraiment petit angle qui zoome super loin. Puis c'est ça. Grand angle, c'est plus rapproché, plus pour l'immobilier, exemple, un grand angle. OK. Justement. Parfait. Peux-tu nous parler rapidement, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à être photographe, vidéaste? Est-ce que tu rêves à ça depuis que tu étais petit? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé? Non, ça a été vraiment de fil en aiguille, je devrais dire. Là. En fait, j'ai commencé mon parcours d'un site web. J'avais une compagnie, une agence web que j'avais partie. J'avais appris un peu par moi-même, self-taught sur Internet, comment faire des sites web. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à incorporer certaines vidéos à mes sites web que je produisais moi-même. J'avais acheté une caméra pas trop chère. On avait du fun. C'était des vidéos vraiment simples, rien de gros. On les facturait même pas, on les donnait avec les sites web. Après ça, j'ai commencé à avoir de la demande. Plus j'en faisais, plus c'était des meilleures vidéos. J'ai commencé à avoir de la demande pour seulement des vidéos. « Hey, Danny, tu en fais-tu des vidéos? » Puis là, j'ai commencé à en faire un peu, faire de la photo. J'ai commencé à offrir des photos à des gens dans mes connaissances pour juste des photos, des portraits comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes. Puis j'ai de plus en plus aimé ça, beaucoup plus que faire des sites web. J'ai beaucoup plus préféré cette facette-là. Fait que tranquillement, j'ai juste switché à la photo, la vidéo. Puis là, ça fait peut-être 5-6 ans que j'en fais, vraiment à temps plein. Ça roule en masse. J'ai plusieurs références, puis j'adore ça, j'ai bien du fun. OK. C'est quoi les défis spécifiques que tu rencontres quand tu filmes des vidéos immobilières par rapport à des vidéos d'événements? C'est quoi la différence? J'imagine qu'il y a des défis qui sont différents entre les deux. Là. Les courtiers? Non, c'est pas vrai. On est des défis. Non, c'est une blague. Au contraire, c'est toujours simple avec les courtiers habituellement. Mais non, des défis spécifiques avec l'immobilier, je te dirais que c'est de rester créatif. Tu sais, c'est souvent les mêmes vidéos, c'est souvent les mêmes choses. Tu sais, moi, dans le fond, je fais pas affaire avec un seul courtier, j'ai plusieurs clients. Fait que des fois, je vais vouloir appliquer certaines choses sur un projet, j'ai une idée, mais là, tu sais, je veux pas que tous les projets soient pareils non plus parce que tous les courtiers sont différents. Puis chaque courtier veut avoir sa petite touche à lui, veut pas, puis je comprends. Fait que c'est d'essayer de garder ça créatif, de garder ça différent. C'est difficile parfois parce que, mettons, j'ai 4 vidéos à faire dans la semaine pour 4 maisons différentes. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont tous se ressembler un peu. Versus si je ferais 4 vidéos corporatives pour 4 entreprises, ça serait ultra différent parce que c'est tous des sujets différents. En immobilier, c'est toujours le même sujet un peu, c'est des maisons. T'sais. C'est un peu ça le défi, je pense. Là. OK. Puis, si tu nous guides un peu dans ton processus de création, c'est quoi comment ça fonctionne au niveau, peut-être un projet qui est un peu plus créatif, c'est quoi tes étapes de planification en allant jusqu'à la post-production? Ça ressemble à quoi ton processus de création, en fait? Là? Pour un projet vidéo, exemple, pas immobilier? Exact. Ben, ça dépend des clients. Il y a des clients qui arrivent puis ils ont une idée très, très, très claire de ce qu'ils veulent. Chaque image, chaque son, ils ont déjà la musique, ils ont déjà le texte, le script. Fait que dans ce temps-là, ça se passe assez facilement. Tu prends ce que le client veut. Tout ce que tu as à faire, c'est le produire avec une belle qualité, puis that's all.
Puis tu as l'autre côté du spectrum qui est le client qui se pointe. Il dit on a un budget de 5 000 puis carte blanche, on veut que ça soit cool. Fait que, là, c'est complètement l'inverse. Là. C'est toi qui dois arriver avec l'idée. Fait que là, évidemment, il y a tout le processus d'idéation, parler avec le client, voir qu'est-ce qu'il veut. Puis là, tu lui piches les idées. Il va dire OK, je suis partant, allons-y. Puis il va le créer par la suite. Fait que, dépendant quel type de projet c'est. Mais même un client qui sait qu'est-ce qu'il veut, il pense qu'il sait qu'est-ce qu'il veut. Mais là, toi, tu arrives un peu avec ton expérience dans la vidéo. Tu dis ça, c'est possible, ça, c'est moins possible, ça, c'est possible. Mais tu penses que ça va être cool, ça sera pas cool. Fait que je te conseille peut-être de faire ça à la place. Fait qu'il y a toujours un petit peu un feedback à donner par rapport à ça. Puis ensuite, production, montage. Puis de nos jours, il y a beaucoup de clients aussi qui veulent la distribution, TikTok, etc. Mais on en fait ensemble, de distribuer du contenu sur tous les réseaux de façon continue à tous les jours, tous les 2 jours pour être présent. C'est comme le nerf de la guerre en ce moment. Là. Exact. La présence en ligne. La présence en ligne, exact, plus que jamais, là, sur tous les réseaux sociaux. Surtout en vidéo. Avant, c'était pas tant ça. Là. Les vidéos, c'était pas si hot que ça. Aujourd'hui, c'est comme la seule affaire. Il n'y a plus moyen de se promener sur les réseaux sociaux sans que ça soit quasiment uniquement de la vidéo. Avant, c'était surtout des photos, des textes, des choses comme ça. Puis de plus en plus, c'est vidéo, vidéo, vidéo. Même justement, TikTok, quand il n'était pas là avant, mais quand TikTok est arrivé, il n'y a rien d'autre que de la vidéo sur TikTok. Là, c'est juste ça. Là. Exact. Puis, même les algorithmes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si toi, tu fais un post avec une image, un texte, ils vont beaucoup moins la montrer à ton réseau que si tu fais une vidéo. Il y a juste moins de gens qui vont l'avoir, pur et dur. L'algorithme va moins montrer qu'est-ce qui n'est pas une vidéo. Instagram, pareil, c'est rendu ça. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça que le monde veut. Fait que c'est ça que ça prend. Mais tu sais, regarde des gens comme, mettons, toi, qui travaillent 7 jours sur 7, presque courtier immobilier, tu n'as pas vraiment le temps d'aller t'asseoir, faire des vidéos, faire le montage, faire la publication. C'est un défi pour tout le monde. C'est ça qui... Des fois, je dirais que c'est quasiment 8 jours sur 7. Ouais, c'est ça. S'il pouvait avoir une 8e journée, des fois. On la prendrait. Comment est-ce que la collaboration avec des courtiers immobiliers comme moi, mettons, a influencé ton travail? Est-ce que... Quand tu as commencé, justement, tu disais que tu étais plus dans les sites web, tu faisais des vidéos pour des sites web. Qu'est-ce qui t'a mené un peu plus à aller vers des courtiers immobiliers? C'est-tu le fait de travailler avec certains qui... Comment ça s'est passé ton switch vers l'immobilier? Parce que ça en fait beaucoup quand même. J'en fais quand même beaucoup, mais l'immobilier, il n'y a pas vraiment eu d'événement spécifique qui m'a fait changer. C'est toujours un peu la même chose. C'est de fil en aiguille. Je faisais de la photo au début. J'ai commencé par des portraits, je les offrais à des amis. Après ça, j'ai voulu tester toutes les facettes. En photographie, tu as plein de facettes. Tu as du portrait, tu as du corpo, tu as de l'immobilier, tu as du photographe de wildlife, du paysage. J'ai voulu tester plein d'affaires. Je les ai toutes testées, dont l'immobilier. L'immobilier, j'ai adoré ça. Ça va chercher mon côté cartésien un peu, moins de créativité un peu. C'est plus comme on prend la maison de la meilleure façon possible. Puis j'ai aimé ça. Puis je me suis fait référer beaucoup. J'en ai fait 1 ou 2 pour des courtiers que je connaissais déjà. Puis après ça, je me suis fait référer sans arrêt. Fait que de fil en aiguille, j'ai juste accepté la demande. Puis là, j'en ai plein. Là. Vraiment. Puis, vu que ça fait plusieurs années que tu fais de la photographie immobilière puis de la vidéo immobilière, la question que je te demanderais, c'est, mis à part évidemment faire affaire avec l'expert numéro 1 dans le domaine qui est toi, ce serait quoi les meilleures pratiques que tu recommanderais aux courtiers pour maximiser l'impact visuel de leur listing, en fait? Ouais, ben sans dire faire affaire avec absolument le meilleur au monde, mais vraiment de ne pas tenter de faire tes photos toi-même. Ça donne absolument rien pour sauver une couple de piastres. Pour de vrai, c'est quand même abordable comme photographie. La photographie immobilière, les photographes sont pas vraiment chérants. D'avoir quelqu'un de confiance professionnelle, même si c'est quelqu'un qui vient juste de commencer, que tu veux encourager, ou quelqu'un comme moi, quand j'ai commencé, qui a investi un peu dans une caméra, qui sait un peu, qui s'est renseigné, qui a fait une formation ou 2 en ligne sur comment faire. Engage quelqu'un, ça va te libérer ton temps, puis ça va être 1 million de fois mieux que d'essayer de les faire toi-même. C'est ça le conseil numéro 1, selon moi. Mais sinon, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est vraiment épurer la maison. Là. Quand tu prends des photos d'immobilier, là, c'est plus connu qu'avant là, maintenant, mais épurer la maison, épurer, enlever les cadres, enlever les coussins, enlever tous les trucs sur les comptoirs. Plus que la maison est épurée, plus que les photos vont sortir belles. Puis ça, c'était une des erreurs que les photographes débutants font souvent. Ils arrivent là, ils photographient tel quel, mais par expérience, quand on arrive dans une maison pour la photographier, la moitié de la job, c'est les photos, l'autre moitié, c'est stager la maison avant de prendre les photos. Là, Puis on en a eu quelques-unes ensemble, est-ce que c'était le 3/4? Là, exact, de on en fait ensemble là. plusieurs. Là, tu peux passer 1 heure à stager la maison, puis 30 minutes à prendre des photos, là, dépendant des maisons. C'est sûr qu'il y a des clients que c'est l'inverse, tu arrives, tout est prêt, là, ça... Je prendrais juste des clients comme ça. Mais quand c'est pas ça, ça fait partie de la job du photographe. Là,
ou du courtier puis son photographe de s'assurer que la maison est prête à être prise en photo. Parce que les clients, eux autres, ils le savent un peu, mais c'est pas leur job à eux. Eux autres, ils payent justement un service de courtage. Ça vient avec les photos, ça vient avec tout le reste. Donc, un conseil au courtier, ce serait de préparer ses clients à épurer la maison. Oh. Avoir un bon photographe, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Même si tu commences comme courtier, ton photographe va pouvoir donner des cues aussi. T'sais. Ouais. J'en ai vu des courtiers, moi, que je suis arrivé, c'était dans leur première vente. Puis même eux, ils ne savaient pas qu'il fallait épurer la maison. C'est moi qui étais allé les coacher un peu. Tu sais, quand tu prends des photos, si tu veux que ce soit ça coche, fais ça comme ça, ça comme ça. Mm. Puis tu sais, voilà une liste pour donner à tes prochains clients. Tasse les chars, tasse les bacs de poubelle, fais la vaisselle. Des fois, je suis arrivé avec de la vaisselle. Tu peux prendre des photos de ta maison pour la vente si la vaisselle n'est pas faite. Là. Non, c'est sûr. Ça m'est arrivé un moment donné qu'il y avait un locataire, puis justement, il y avait de la vaisselle sale. Là. Ben, les locataires, c'est toujours différent parce que Ouais. eux, il y en a des super bons qui vont tout faire pour aider la propriétaire, puis il y en a d'autres qui n'ont absolument rien à battre que la propriétaire vend. Ils vont dire qu'il y a juste à s'arranger. Moi, je ne ferai pas de la vaisselle parce que tu vends ton immeuble. Là. Non, exact. Ce que j'avais fait, évidemment, je ne commencerai pas à faire de la vaisselle pour un locataire. Là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'avais mis dans le bain. Puis après ça, quand on a fini, je l'ai remis dans l'évier. Là. Évidemment, je ne l'ai pas laissé dans le bain. Là. Ça a fait une mauvaise surprise quand il arrive le soir. Mais c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Ah, exact. Les locataires, c'est toujours des drôles de surprises. À l'occasion, il y en a, oui. Quand tu fais des contrats, c'est quoi le matériel et les logiciels que tu utilises pour avoir des bons résultats comme ce que tu as? Les photos immobiliers, c'est très particulier comme domaine de photos. C'est le seul domaine qui est vraiment différent de tout le reste, moi, je trouve. Puis c'est pas tout le temps une question de matériel, c'est une question de processus. Il faut connaître le processus. Ça s'appelle, dans le fond, des photos HDR. C'est ça qu'on fait en immobilier, c'est des photos HDR. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des aussi belles photos où est-ce que tu es capable de voir le salon et l'extérieur par la fenêtre en même temps. Fait que c'est vraiment de connaître ce processus-là. Pour qu'essayer de l'équipement, la plupart des caméras semi-professionnelles, je dirais, peuvent faire du HDR. Ton téléphone ne pourra pas faire ça, exemple, mais genre une caméra à 1 000 800 va être capable de te le fournir. Fait que n'importe quelle caméra qui peut faire du HDR, ça va être bon. Puis ensuite, de savoir comment faire le processus d'HDR. La caméra ne le fait pas. La caméra, elle sort 3, 4, 5 photos. Puis ça prend un logiciel pour merger les 5 photos ensemble pour créer la photo finale qui fait en sorte que c'est comme la photo de magazine, de maison, avec les fenêtres, l'extérieur super beau, mais l'intérieur aussi, puis toutes les couleurs qui pop d'un bord et de l'autre. C'est quand même un bon processus. Mais une fois que tu le connais, c'est juste de mettre le temps et de le faire. Là. Puis pour la vidéo, mettons, y a-t-il d'autres logiciels, d'autres choses? Non, la vidéo, on n'a pas accès à tous ces beaux outils-là, malheureusement, Non. parce que la vidéo, il y a du mouvement. Puis le principe du HDR, pour qu'on ait capable de le faire, c'est parce qu'on met la caméra sur un trépied, puis on a 3 photos absolument identiques. Tandis qu'avec la vidéo, si on pouvait faire la même chose, exemple, avoir une vidéo HDR, comme les photos, il faudrait qu'on fasse exactement la même shot 3 fois. Puis là, on pourrait merger les 3 shots, mais c'est physiquement impossible de faire ça. Ouais. Fait que la vidéo, on fait juste du mieux qu'on peut pour avoir le plus d'éclairage possible, puis on y va one take. On prie. Ouais. Sinon, c'est sûr que pour la vidéo, ça prend un stabilisateur. Là. Tu peux pas faire ça avec le téléphone ou la caméra dans tes mains. Sinon, ça va avoir l'air ultra amateur. Pour le moindrement que ce soit fluide, ça prend un stabilisateur absolument. Donc, stabilisateur, caméra HDR, exact. drone. Je te dirais en vidéo, tu sais... En vidéo, tu pourrais le faire avec un iPhone puis un stabilisateur d'iPhone. Il n'y a pas de problème. Là. C'est sûr que ça va paraître un petit peu que c'est pas la même qualité qu'une caméra professionnelle, mais ce serait possible quand même. Mais encore là, ça revient à la même chose. T'sais, c'est pas super chérant un vidéaste photographe, moi je pense, pour la valeur que ça peut apporter à un listing puis la vitesse à laquelle ça peut t'aider à le vendre pour ton client, ça vaut vraiment la peine aussi. Donc, d'engager quelqu'un qui le fait déjà, puis tu mets ça dans ses mains, puis chacun son travail, comme on dit. Là. Vraiment. Comment tu vois l'évolution de la technologie, de la photographie puis de la vidéo dans les prochaines années? T'sais, est-ce que tu remarques que les caméras commencent à avoir d'autres modes? Tu disais, mettons, il n'existe pas de HDR pour la vidéo. Penses-tu que c'est quelque chose qui peut... Ben oui, ça s'en vient. Là. C'est quoi les prochaines révolutions que tu penses qui vont arriver au niveau technologique là-dessus? Ben, je pense que la prochaine grosse affaire qui va arriver, c'est beaucoup de modifications de photos avec l'intelligence artificielle. Ça va être ça, là. T'sais, présentement, il y a du travail à faire pour que les photos sortent comme qu'ils sortent. Puis que les gens disent « Wow, les photos ont été faites par un professionnel, ça paraît. » Mais il faut le faire, ce travail-là de professionnel. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il y a une partie de ce travail-là qui va être faite en un clic. Genre intelligence artificielle, puis la photo est prête. Là. OK. Même des photos sûrement prises avec un iPhone, même des vidéos. Plus ça va, plus on peut stabiliser les vidéos après les faits. Avant, on pouvait pratiquement pas. Il fallait absolument être super bon. Maintenant, tu peux facilement faire des erreurs sur place puis réparer ça par la suite.
des choses des fois. Il y a un trou dans le mur qu'on n'a pas plâtré, c'est pas grave, Photoshop. On l'arrange. Est-ce que tu penses que c'est un peu un risque pour le métier de photographe vidéaste ou... Non, parce que l'intelligence artificielle ne pourra pas aller prendre les photos pour moi sur place, ni la vidéo. Au contraire, pour nous, c'est le fun. C'est pas un risque, c'est plutôt une allégeance sur notre travail. T'sais. On va les utiliser, ces outils-là. Ça va nous alléger le travail. Mais ça va quand même prendre quelqu'un pour aller prendre des photos éventuellement. Ça, c'est sûr et certain. Il y a certains courtiers qui vont utiliser ça et qui vont vouloir le faire eux-mêmes, mais le conseil des tantôt revient aussi. Prends un professionnel quand même pour le faire, ça va. Ouais. Non, 100%. Puis, on parle de technologie, on parle de matériel. Je disais tantôt, tu utilises aussi des drones, mais comme utiliser des drones, ça vient aussi avec certains risques. Est-ce que tu voudrais nous partager quelques-uns de tes mésaventures? Oui, certains risques pour le drone. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec des drones, admettons? Moi, en 6 ans, j'ai juste perdu un drone. Ben, pas perdu, mais j'ai eu un drone qui ne fonctionnait plus après un petit crash. Mais le seul accident qui m'est arrivé en immobilier, parce qu'en immobilier, c'est vraiment smooth, il n'y a pas vraiment de risque pour ton drone, là, c'est très tranquille. Mais c'est arrivé, je pense, le mois passé. C'est arrivé cet été. Là. J'ai juste décollé le drone comme je fais à chaque fois. Puis je le décolle, tire de mes mains. Puis habituellement, quand tu pars un drone, ils sont tous connectés de façon satellite. Fait qu'il fait juste se relever d'un pied, puis il reste super stable sur lui-même. Puis après ça, tu peux commencer tes shots. Mais cette fois-là, je l'ai juste parti, puis à la place de monter d'un pied, puis de juste se stabiliser là, il est juste parti straight à terre, one shot vers la droite. Puis il a crashé à terre. Puis juste à ma droite, il y avait une piscine. Cette journée-là. Puis il est allé straight dans la piscine, le drone, carrément. Je sais pas pourquoi le drone est parti cette journée-là comme ça, vers le sol. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai jamais su. Mais tu sais, évidemment, dès qu'il est allé dans la piscine, il était mort, le drone. Mais je me dis souvent, quand je repense à ce moment-là, si j'avais parti le drone en faisant face de l'autre côté de la maison, ou si j'étais placé juste 45 degrés vers la droite, ben, le drone aurait tombé dans du gazon. Ou si je l'aurais parti 5 minutes avant, quand j'étais sur le bord du deck, ben, le drone aurait tombé sur le deck. Mais là, ça a tombé que le seul moment avec ce drone-là que j'ai eu un défaut, ce défaut-là, c'était qu'il est parti vers la droite, puis il fallait qu'il y ait une piscine creusée à ma droite. C'est vraiment bad luck. Là. Ouais. Ben, je pensais un peu à cette question-là en écrivant à cet événement-là, en écrivant la question. Puis aussi à la shot où tu m'as conté ta collision avec un arbre. Ouais, ben ça, c'était 100% de ma faute. Ça n'a vraiment pas été une malchance. J'ai eu un moment de concentration, un gros sapin en plein hiver, puis vraiment un gros sapin genre de 50 pieds, puis le drone, il a pogné le top du sapin, puis il a juste déboulé de branche en branche, puis c'était l'hiver, il y avait de la neige folle, il est tombé dans la neige. Puis tu le vois dans la vidéo, tu sais, tout va bien, la shot est super belle, puis là, tu vois quand je pogne l'arbre, puis là, tu vois que la shot, c'est juste le drone qui déboule de tous les côtés dans l'arbre. Mais tu sais, cette journée-là, ça, c'est bien. Il fonctionnait encore, ce drone-là. Je l'ai encore, d'ailleurs, ce drone-là. Il y a eu 2-3 crashs, ce drone-là. Il fonctionne encore super bien. Tu le vois dans la vidéo, je ramasse le drone, je le shake un peu, je souffle sur la caméra, puis je le repars. Tu l'as-tu gardé au montage final? Non, j'ai gardé le clip. J'ai gardé le clip, je l'ai montré à plein de monde, puis on en rit encore, mais le drone était correct. T'sais. D'ailleurs, ce drone-là qui a eu ce crash-là, je l'ai utilisé pour dépanner pendant que j'attendais le remplacement de mon drone qui est tombé dans la piscine. Fait que c'était un tank, ce drone-là. Il est encore là, je vais sûrement éventuellement l'encadrer puis le mettre au bureau, j'imagine. Ouais, ça va être bon, ça. C'est mon premier drone, tu sais, puis il marche encore, il est encore chez nous. J'ai fait une vidéo dans une tempête de neige avec, puis il y a de la glace dedans, puis juste indestructible, on dirait. Le drone indestructible. Il y a une belle mécanique qui a foncé dedans un moment donné aussi. J'ai en train de filmer un client qui faisait de l'excavation, puis c'était pas de ma faute, c'est le client. Il a juste viré sa pelle, ting, dans le drone. Tu le vois aussi dans la vidéo, tout est beau, puis là, ping, le drone tombe, puis pas de problème, il marche encore. C'est incroyable. Il en a vu toutes les couleurs. Dans tes vidéos, qu'est-ce que tu intègres pour capter l'attention du public? C'est sûr que de nos jours, il faut que ce soit vraiment fast-paced. Que ce soit rapide, les vidéos. Il faut qu'il y ait des call to action. Il faut sans arrêt que l'image elle change. Je te dirais que tu peux pas laisser la même shot 4 secondes, genre. Là. C'est pas mal le maximum de l'attention qu'un viewer va te donner de nos jours. C'est triste, là, mais c'est la réalité. Fait que une chose qu'il faut absolument intégrer, puis pour n'importe qui veut faire des vidéos aussi, il faut absolument que ce soit rapide, musique, effets sonores, effets vidéo, des textes, des affaires, des couleurs. C'est rendu ça. Ça a l'air enfantin à dire, mais quand tu fais des sous-titres, tu peux pas mettre les sous-titres tout blancs. Il faut que tu aies des sous-titres jaunes, puis des sous-titres verts, puis des sous-titres rouges. Sinon, les gens perdent leur attention. C'est rendu là. Mais il y a quand même une couple d'affaires que tu parles. Transition rapide, texte, couleur. Faut que ça soit rapide. Il faut qu'il y ait plein de choses. À toutes les 5 secondes, il faut qu'il y ait de quoi d'intéressant qui se passe dans l'écran. Absolument. C'est pour ça que tu as besoin d'un professionnel. Exact. Mais c'est surtout que ça prend du temps, tout ça, tu sais.
Les gens veulent le faire eux-mêmes, oui, mais la réalité, c'est qu'ils le feront pas. Ils vont le faire une fois, ils vont voir que c'est long, ils le feront plus. Quand tu es un professionnel avec toi, lui, c'est ça sa job. Fait que, tu sais, Exact. moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Puis toi, tu peux passer ton temps à faire ce que tu fais de mieux, qui va être de l'immobilier ou peu importe ton métier, pour faire plus d'argent puis pour pouvoir payer ce professionnel-là. C'est ça, mettons, la méthode, moi, selon moi, à emprunter, que de dire je vais tout faire moi-même, je vais sauver des frais. Mais là, tu es en train de prendre ton temps à faire des vidéos, puis des ci, puis des ça, puis tu n'es pas en train de développer ta business. Exact. Les vidéos vont être moins bons. 2, tu vas moins développer ta business. Pourquoi? Pour ne pas faire tes vidéos par un professionnel. Genre. Exact. Les vidéos, c'est un exemple, mais n'importe quel truc que tu as besoin dans ta business. Ta comptabilité. Exact. Tu fais affaire avec des professionnels, en fait. Oui, exact. Puis justement, avec des meilleurs résultats, toi, comment tu fais pour en fait, aider les entreprises à renforcer leur image de marque à travers tes photos, tes vidéos? Est-ce que tu as des trucs spéciaux? Ça revient à ce que je disais au début un peu, c'est que les courtiers immobiliers, ils font tout le même travail un peu. C'est toute la même chose. Ils vendent toutes des maisons, ils achètent toutes des maisons. Fait que chacun essaie de se démarquer à sa manière. Puis la même chose dans leurs vidéos. Donc, moi, j'essaie vraiment à chaque client d'avoir au moins une petite touche spécifique à ce courtier-là. Tu sais, j'ai pas 35 clients courtiers immobiliers, mais mettons, j'en ai peut-être 5 ou 6 CTD qui veulent des vidéos. Ben, tu sais, chacun, j'essaie de mettre une petite touche à chacun. Si j'ai une idée que je trouve vraiment cool, que j'applique, mettons, à ton vidéo, ben, je vais pas aller l'appliquer à toutes les vidéos de tout le monde parce que là, ça devient dommage pour toi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer d'avoir des petits détails, des petits trucs de branding, d'image de marque spécialistes à chaque client. Donc, d'aller chercher vraiment des aspects uniques qui vont aller se démarquer. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est plus de travail pour moi parce que, mettons, quelque chose que je vais mettre, je vais créer un effet qui va me prendre beaucoup de temps, que je vais utiliser pour toi, ben, je vais m'assurer personnellement de ne pas l'utiliser pour un autre client. Puis, ça va me prendre du travail pour créer quelque chose de spécifique à l'autre client. Mais moi, je pense que c'est une valeur ajoutée pour toi que je fasse ça parce que sinon, c'est plate pour toi, tu sais. Oui, en effet. Tes vidéos deviennent normales parce que tu n'as plus rien de différent des autres. Non, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote amusante, un défi inattendu que tu as rencontré dans un shooting en particulier, à part les crashs de drone qu'on a parlé tantôt, là? Ah, j'ai une anecdote. OK, good. C'est en immobilier, en plus. Ah ouais? Ouais, c'est une anecdote qui s'est passée en immobilier. C'est il y a à peu près 3 ou 4 ans, quand que j'ai eu mon chien, j'ai adopté un chien, puis je pouvais pas le laisser là cette journée-là. Puis j'avais un shooting à faire pour un triplex. Mais tu sais, le courtier, c'était un ami de longue date, puis le client qui vendait son triplex, c'était aussi un ami de longue date. Fait qu'ils m'ont dit, Dan, casse-toi pas la tête, amène ton chien, on a une cour. Puis on va faire les photos en dedans, tu laisseras ton chien dans la cour, tout ça. Puis, tu sais, mon chien est super calme, tout ça, mais mon chien adore se baigner. Fait que j'étais en train de prendre une vidéo de la piscine, puis c'est une piscine creusée. Tu vois clairement dans la shot de drone, je commence à tourner. Puis là, la shot est super belle. Comme la shot finie, tu vois juste mon chien diver dans la piscine, dans la vidéo. On n'a pas gardé la shot au montage final, mais c'est quand même très drôle. Là. Ouais. Fait qu'il a fallu après ça sortir des serviettes, essuyer le chien. Puis après ça, il a fait plein de traces sur le pavé. Fait qu'il fallait attendre que le pavé sèche. Oh Il a mis le chien attaché plus loin finalement. Ça a été toute une histoire, là, mais... Fait que toi, puis les piscines, dans le fond, là. Les piscines, le drone dans la piscine puis le chien dans la piscine, je te dirais, c'est mes deux. Parce que le drone dans la piscine, il a fallu que moi aussi, je sorte dans la piscine, après ça, pour aller chercher le drone au fond de la piscine. Ouais. Ça va donner ta marque de commerce. Ouais, préparer les serviettes. Préparer les serviettes quand il vient faire des vidéos. Parce qu'on utilise les piscines. Ouais. Je fais attention à cette heure quand il y a une piscine. C'est sûr. Je suis pas encore tombé dans une piscine moi-même. Non, t'as dû y aller, mais pas encore tombé. Mais vu justement que tu vas avec des drones, il y a moins de chances que tu ailles à tomber dans une piscine. Ben, je vais souvent aussi avec les caméras proches des piscines. Après, je vais avec le drone, je fais les deux. Donc, ouais. Tu touches du bois, au moins, c'est pas pire. Ça va pas arriver. Exact. Y a-tu un projet en particulier que tu aurais en tête que t'es pas mal fier? Ta plus grande réalisation, quelque chose que t'es plus fier que les autres? Puis oui, si oui, pourquoi, en fait? Oui, je suis très fier, en fait, de la collaboration que j'ai avec un client de longue date, qui est l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça, c'est un de mes plus gros clients, puis c'est vraiment le fun de travailler avec eux autres parce que c'est souvent... En fait, moi, c'est pas vraiment l'Institut, mon client, c'est la fondation de l'Institut. OK. Fait qu'eux autres, leurs projets sont toujours super valorisants, super nice. C'est des levées de fonds pour aider les gens qui ont des problèmes cardiaques, pour aider à acheter des équipements pour l'hôpital, qui est un hôpital de renommée internationale. Donc, c'est toujours vraiment le fun. Tu sais, ça fait 2 ans, puis bientôt 3 ans que je fais la captation vidéo de leur plus gros événement, qui est le Grand Bal des vainqueurs. Ils soulèvent des centaines de milliers de dollars pour des fondations puis aider justement l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça, c'est vraiment le fun. C'est des gros projets vraiment trippants avec du monde vraiment trippant. Puis, comme je te dis, c'est valorisant de savoir que tu participes à ça. Ah, c'est très cool, en effet. Ouais. Si tu avais l'option de filmer n'importe quel événement dans le monde, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais filmer? Puis, encore une fois, pourquoi? Est-ce que... Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête?
pas un événement spécifique, c'est sûr, mais je te dirais, j'aime vraiment beaucoup faire la captation d'événements en direct. Je te dirais une grosse conférence internationale avec genre des centaines de conférenciers de renommée nationale. Ça, j'aimerais vraiment ça, faire la captation de ça avec 5-6 gars sur le terrain, sur des caméras. Puis un gros événement comme ça, capter ça un jour, j'aimerais beaucoup ça. OK. Ça serait vraiment trippant. Ça serait vraiment En live, un c'est le fun projet. aussi. Tu as le rush du moment. T'es fébrile, c'est cool. Un peu comme ce qu'on voit dans des matchs sportifs là, avec la personne qui est derrière la caméra et qui dit OK, telle caméra qui on Exact. là. Ben, tu sais, soit une grosse conférence nationale ou un événement sportif d'envergure, j'aimerais ça aussi. Là. OK. C'est le fun des événements sportifs. Ça a tout son autre côté, justement, fébrile, là, que c'est fast-paced, ça va vite, t'as pas droit à l'erreur. Puis, Non, c'est vraiment. vraiment l'opposé de tourner un podcast d'ailleurs. Qui est l'inverse, on se trompe, on peut recommencer 14 fois, y a pas de problème. Ouais. Non, on ne se trompe jamais, par contre. Là. Exact. Non, exact. Jamais. Jamais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie ou la vidéographie professionnelle? Y a-tu premier conseil qui vient en tête? Fais-le. Pose-toi pas la question. OK. C'est ça mon conseil. Va acheter une caméra, n'importe quelle. Magasine un peu sur Internet, qu'est-ce qui est dans ton budget. Va acheter celle qui fait du sens, puis commence. Appelle tes amis, dis-leur que tu vas leur faire des photos. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Puis tu sais, juste go for it. Arrête de réfléchir, vas-y. T'as rien à perdre. Ne serait-ce qu'un peu d'argent, 1000, 1500$ pour une bonne caméra, une bonne lentille. Amuse-toi avec ça, puis développe tes skills. Puis tu vas vite te rendre compte que plus que t'en fais, plus que les gens vont en vouloir. Publie ce que tu fais, partage-le, pas peur. Même si c'est laid, même si tes premières fois, c'est pas aussi hot que sur ce quoi tu t'es inspiré. Mais overall, dans n'importe quel domaine, si tu as envie de faire quelque chose, essaye-le, fais-le, pose-toi pas la question plus longtemps. Puis, good-y, tu vas savoir si tu aimes ça ou pas. Non, c'est un bon conseil. Ah ouais, les gens passent trop de temps à planifier pour finalement. Jamais être dans l'action. Exact. Puis c'est un peu, tu veux pas. L'idée que tu dis aussi, tu sais, en faisant à tes amis, parle-en, tu sais, veux pas, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a commencé à travailler ensemble au début. Exact. Parce que tu sais, je suis quelqu'un de très fidèle. Quand j'ai quelqu'un avec qui que je fais affaire, j'aime ça continuer à faire avec cette personne-là. Tu sais, j'ai ma liste d'inspecteurs en bâtiment que je réfère tout le temps, justement. Genre, on est obligé d'en référer plus qu'un. Fait que j'ai toujours les mêmes parce que je sais qu'ils sont excellents. J'avais ma photographe à l'époque qui faisait mes photos. Puis, tu sais, je m'entendais super bien avec elle. Puis quand tu m'as contacté, tu m'as dit, est-ce que tu voudrais que je fasse tes photos? Non, j'ai comme, j'ai déjà quelqu'un. Puis tu m'as dit, regarde, je vais te faire un listing comme à mes frais, ça va me faire plaisir, juste pour te montrer un peu qu'est-ce que je fais. J'étais comme, bah, OK. Tu dis gratuit à un courtier immobilier, c'est sûr qu'il va dire, let's go. Fait que le résultat était tellement sacoche puis tellement bon, j'étais comme, OK, je peux pas revenir à mon autre photographe. Fait que, tu sais, quand que tu es dans la mentalité, regarde, je vais te donner, tu vas voir, puis tu vas vouloir refaire affaire avec moi après. Puis après ça, on a juste continué. Puis finalement, tu fais toutes mes photos, toutes mes vidéos. À chaque fois que j'ai un événement, tu sais, c'est... Ouais, ça a développé une belle relation d'affaires. Je suis vraiment content d'ailleurs. Ouais. Ça a toujours été ça un peu ma façon de penser, hein, de dire je vais te le donner gratuit, tu verras ce que ça donne. Puis tu sais, moi, je m'investis un peu là-dedans. Si t'aimes ça, puis tu me rengages après. Puis tu sais, en courtage immobilier, je l'ai fait quelques fois, sans plus, là. Parce que maintenant, je me fais référer, puis tu sais, mes prix sont faits, puis je prends les clients, puis tu sais, j'en fais plus gratuit, là, c'est fini, mais ça a vraiment fonctionné, tu sais. De ne pas avoir peur de perdre d'argent au début. Ben, t'en perds pas, parce que regarde qu'est-ce qu'on a développé comme relation d'affaires. Maintenant, tu es un super bon client, on fait plein de projets ensemble. Toi, en tant que courtier immobilier, tu t'es vraiment développé, tu as plus de listings à faire. Tu fais un podcast, tu vas faire filmer des événements, tu as besoin de photos corporatives. La nouvelle personne qui s'est jointe à ton équipe, Charles-Antoine, lui, il va avoir besoin de photos, il va m'engager. Fait que tu sais, j'ai-tu perdu vraiment là-dedans? Non, vraiment pas. Mais c'est justement la bonne mentalité à avoir. Tu sais, au début, début, tu un dis... listing gratuit, j'ai perdu. Exact. J'ai perdu quoi? J'ai rien perdu. J'ai gagné un super bon client, on est rendu amis, tu sais. Fait que faut pas avoir peur de s'investir un peu puis de perdre de l'argent, whatever, là, tu sais. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Non, c'est de ma mentalité, puis j'utilisais un petit peu la même stratégie quand j'ai commencé à former des courtiers. Parce que veux pas, j'ai eu une autre équipe aussi dans le passé, qui était une équipe que j'avais en duo avec quelqu'un. Puis on a aidé beaucoup de courtiers à commencer. Avant même qu'ils deviennent courtiers, on les aidait quand il y avait des questions pour se préparer à l'examen. Je pense juste à un en particulier, je ne mentionnais pas son nom, mais tu sais, il y avait eu des problèmes avec son examen de maths à l'OASIC. Il avait coulé son examen de mathématiques. Puis il avait essayé une deuxième fois, puis ça n'avait toujours pas marché. Puis la troisième fois, ben, moi, je te dis, regarde, avant ton examen, viens-t'en, puis on va te préparer, puis on va t'aider. Puis j'avais fait des questions, je l'avais accompagné, j'avais revu les points importants qu'elle allait avoir à l'examen. Puis troisième fois, ben, il a passé, là.
Puis finalement, on n'a jamais été en équipe. Ça n'a jamais été un courtier avec qui j'ai fait affaire, mais avoir cette mentalité-là, ça m'a permis, mettons, quand que Charles-Antoine a commencé à travailler avec moi, maintenant on est associés ensemble. Quand il a commencé, mon premier réflexe a été viens-t'en, genre, je vais te donner, tu vas pouvoir me suivre, puis apprendre de toute l'expérience que j'ai. Puis c'est un peu ça que tu as fait aussi. C'est comme, regarde, je vais te montrer toute l'expérience que j'ai, puis au final, ça a juste fait comme. C'est un no-brainer de venir faire affaire avec toi. Là. Fait que c'est une bonne mentalité à avoir, puis je la partage aussi. Merci, ouais. Comment tu fais pour... ça fait vraiment un drôle de switch parce qu'on était vraiment lancé dans cette idée-là. Puis on part dans une autre direction. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer les attentes de tes clients puis pour t'assurer qu'ils soient satisfaits du résultat au final? Je leur donne gratuitement. C'est bon, ça? Non, c'est pas vrai. Faut que j'arrête de dire ça parce que je fais plus ça. Je suis débordé complètement. Puis, Reverse. Je voudrais que j'augmente les prix d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Non, mais je pense que ça s'applique à tous les domaines. Mais pour vraiment satisfaire ton client, c'est... under promise puis over deliver. Je sais pas comment le dire en français. Je promets moins, délivre plus. Ah, c'est dégueu en français. Ça n'a pas le même impact. Under promise, over deliver, c'est que souvent un bon exemple, mettons un événement, les gens vont vouloir avoir un vidéaste sur place pendant 8h, 9h, 10h, 11h, exemple. J'ai eu un mariage en fin de semaine, je faisais des photos du mariage. Il y avait un certain prix pour 8h, un certain prix pour 12h, puis un certain prix pour 16h. Les autres, leur budget, peu importe, ils voulaient qu'on soit là 8h, mais tu sais, j'ai été là 10 heures de temps quand même. C'est toujours des petits trucs comme ça, souvent, où des fois, je vais donner, mettons, un délai, photo, vidéo, immobilier, c'est 24 à 48 heures, mais 9 fois sur 10, je te le donne le lendemain matin. Fait que toi, tu t'attends 24-48 heures, tu es là le lendemain matin. C'est mieux ça que de dire, je vais tout te donner le lendemain matin, mais là, finalement, je te le donne en 48 heures, vice-versa. Puis si tu as des imprévus, ben au moins, tu avais promis exact. Un peu moins. Puis comme il arrive tout le temps dans la vie, il y a des imprévus. Fait que là, tu peux... Au moins, ça fit avec ce que tu avais promis à ton client, parce que tu t'es laissé une grosse marge. Good thinking, encore une fois. C'est des choses que je faisais pas au début, que j'ai appris avec le temps à me donner plus de buffer sur pas mal d'affaires, parce que sinon, là, au début, quand tu commences dans n'importe quel domaine à ton compte, tu veux pas échapper à aucun client, tu veux jamais te faire dire non, fait que tu vas over-promise sans arrêt, tu vas mettre ton prix ridiculement bas, tu vas offrir la lune pour être sûr que tu te fais dire oui, puis ça marche, tu te fais dire oui. Puis après ça, tu travailles pour pratiquement rien. Fait que là, ça te frustre un peu parce que tu as l'impression que tu n'es pas payé à ta juste valeur. Puis tu as promis la lune, puis les délais sont déraisonnables. Puis là, tu commences à être démotivé. Puis là, tu dépasses tes délais. Puis là, finalement, le client n'est pas content, il ne te réfère pas, etc. Mais tu sais, au début, on ne va jamais se faire dire non. Fait qu'on a tendance à facturer pas cher puis promettre la lune. Puis ça, c'est une grosse erreur de débutant que ça m'a pris beaucoup de temps à régler. Puis je disais jamais non à aucun projet. Si le client négociait, je m'arrangeais pour finaliser. Même si le prix était moins bon, etc., je prenais tous les projets. Maintenant, j'ai appris un jour à dire non. Ça m'a aidé. Ça laisse plus de place à des projets qui me tentent plus, des clients qui sont prêts à payer un peu plus qu'est-ce que je vaux pour qu'est-ce que j'offre. Fait que apprendre à dire non à certains clients pour être capable de dire oui à d'autres, ça, c'est une bonne façon de s'assurer que tous les clients vont être satisfaits, que tu n'en prends pas trop non plus pour ton assiette. Là. Vraiment. Finalement, dernière question avant la petite question surprise de la fin. La question, c'est quoi les pièges courants invités lors de la réalisation de vidéos immobilières? Écoute, c'est pas une science infuse. La vidéo immobilière, c'est quand même quelque chose de simple, mais je te dirais qu'un piège à éviter, surtout en ce moment, c'est de ne pas partir over the top avec tous les effets spéciaux, puis les zoom-in, puis les zoom-out, puis toutes les affaires qui vont rendre ta vidéo super cool. Tu sais, mais en tant que vidéaste, tu veux être sûr de bien présenter la maison quand même, tu sais, et non présenter tes skills de vidéaste cool. Ouais. J'en vois souvent des vidéos immobilières ces temps-ci, ces réseaux sociaux, c'est des vidéos verticales, on voit pas le 3/4 de la maison, c'est genre 30 secondes, on dirait un montage d'effets spéciaux que le vidéaste est capable de faire. Là, puis il y a des shots du luminaire plus que des shots du salon. Là. C'est de pas partir over the top avec ça juste parce que c'est cool visuellement, parce qu'au bout de la ligne, le but c'est de vendre la maison, pas de faire une vidéo cool juste pour faire une vidéo cool. T'sais. Non, en effet. Ça, c'est un des pièges qu'il faut y penser. Là, parce que même moi, des fois, je me perds un peu. Je regarde la vidéo 2-3 jours après puis je suis comme... Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon piège à éviter. Ouais. Finalement, la petite question surprise, si tu faisais pas de photos ou de vidéos, quel autre métier choisirais-tu? Si ce serait pas de la photo ou de la vidéo, c'est sûr que ce serait dans le conditionnement physique. OK. C'est mon autre passion dans la vie, l'entraînement, le sport en général. Ça serait relié au sport, au conditionnement physique. Entraîneur, quelque chose comme ça. Ce serait dans le conditionnement physique, c'est sûr, certain. Très cool. Je m'attendais un petit peu à cette ligne-là aussi. Ah ouais? Je m'attendais un petit peu. Ouais. Ben écoute, tu connais le processus pour les fins de vidéo. Je vais te laisser te présenter à la caméra pour les gens qui voudraient utiliser tes services absolument. d'Apex Production. Photo, vidéo, immobilier, mais pas seulement immobilier, aussi corporatif, événementiel
etc. C'est www.apexproduction.ca. Toutes les informations sont là. Si vous voulez m'écrire, m'appeler, il n'y a pas de problème. On va jaser de votre projet puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Super. Puis bien, pour les gens qui voudraient me contacter pour acheter, vendre, avoir des conseils en immobilier, vous pouvez m'appeler au 514-742-1396. Sinon, il y a mon courriel acloutier@sutton.com. Sinon, mon site interweb mon site internet pour tous mes listings et mes publications, acloutier.ca. Et finalement, pour tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, maintenant Spotify pour le podcast, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau podcast, de te retrouver devant moi, devant la caméra au lieu d'être derrière cette fois-ci. Puis, on se revoit très bientôt. Yes.